Chers auditeurs, bienvenue donc à Afrique 2050. Aujourd'hui, nous vous proposons donc une émission inspirante et profondément donc ancrée dans les réalités sociales du Gabon. Sous le thème éducation, société civile et aspiration populaire, bâtir donc un Gabon humain et solidaire. Nous recevons donc un acteur engagé du terrain, M. Yannick Ebibié, président donc de la Fondation François Meillet pour l'éducation et la culture, ancien membre influent de la diaspora, et aujourd'hui donc revenu donc au pays. Il œuvre pour, sans relâche pour une société plus juste, plus équitable et tournée vers l'avenir. Avec lui, nous parlons d'initiatives concrètes, de l'importance de l'éducation, le rôle de la société civile, des défis sociaux, culturels et des attentes profondes des Gabonais. Le tout sans politique, mais avec lucidité et engagement. Restez donc avec nous hein, pour une conversation riche, éclatante et tournée vers l'action. Merci beaucoup, chers auditeurs. Alors, nous allons rapidement du côté de notre invité qui est donc en ligne. Bonjour, monsieur Yannick Ebibier. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour Jacques Roger et très heureux de revenir sur cette émission. Je vois que la longévité est le signe que les auditeurs apprécient le fond de parler et la pertinence des sujets que tu nous apportes chaque année. Voilà, merci beaucoup. Hein. Ça fait pratiquement 10 ans que vous êtes maintenant au Gabon, plus que ça d'ailleurs. Comment Ouais. vous vous sentez? Comment vous avez réussi quand même à vous insérer? On parlera un peu de ça tout à l'heure, mais juste avant l'émission. Comment vous avez réussi à vous... Ben, alors, c'est comment je réussis à m'insérer? D'abord, sur le plan personnel, j'ai la famille qui y habitait. Et comme vous savez, je passais une bonne dizaine d'années aux États-Unis, toujours avec l'idée de me dire qu'est-ce que je pourrais apporter de concret pour autonomiser les jeunes, sortir les gens de la pauvreté et apporter ma pierre à l'édifice. Donc, je suis arrivé en étant, on va dire, j'appelle ça moi du réalisme. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vraiment tout est génial parce qu'on a vraiment l'impression d'apporter quelque chose de plus grand que soi. Il y a des jours où c'est plus difficile et là, on doit s'adapter. Mais se dire que ça fait partie de notre réalité. De toute façon, ce qui est bien, c'est que ça fait toujours bien d'être chez soi. C'est bien ça. C'est ça. C'est Voilà. ça. Alors, on va parler rapidement donc de votre fondation. Pouvez-nous présenter la Fondation François Millet pour l'éducation et la culture et ce qui vous a motivé donc à lancer cette initiative? Euh, la Fondation François Meillet pour l'éducation et la culture est une fondation qui se lance avec pour ambition de pouvoir mettre à disposition de plus de 2 millions de personnes une éducation de qualité. François Meillet était un Gabonais, premier bachelier gabonais. C'était le premier individu national à prendre en charge l'éducation nationale. Il a enseigné dans toutes les parties du Gabon et était très porté par le service citoyen. Hein. Et en plus, il a été ministre des Finances, plusieurs fois ministre dans le gouvernement de Léon Mba, le premier président du Gabon. Donc, nous avons voulu s'inspirer de ce personnage pour justement améliorer les conditions de vie des enseignants. Moi, j'étais toujours marqué par les enseignants qui nous ont toujours passé des messages, qui nous ont forgés, mais qui souvent, dans toutes les sociétés du monde, malheureusement, n'ont pas toujours la place, je pense, qu'ils mériteraient. Souvent, ils travaillent dans des conditions difficiles, souvent, ils ont des salaires qui ne sont pas à la hauteur. Parfois, leur rôle dans la société n'est pas suffisamment valorisé. Et ça, pour conséquence, d'appauvrir le capital humain qui est pourtant très important dans nos pays, dans le pays comme en Afrique. On a besoin d'hommes et de femmes suffisamment éduqués pour trouver les solutions à ces problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer une fondation qui va collecter des ressources, qui va monter des programmes pour encourager les jeunes à s'intéresser davantage à l'excellence en termes d'éducation, toutes les formes d'éducation. Et c'est pour ça qu'on a aussi mentionné la culture dans ces éléments-là. Et puis, œuvrer à faire que la condition de l'enseignant, surtout le continent africain, puisse continuer à s'améliorer. C'est une très bonne chose. Alors, de façon concrète, quelles sont donc les actions concrètes que vous menez aujourd'hui sur le terrain et quel impact observez-vous auprès donc des populations? Aujourd'hui, le 23 mars dernier, c'était la journée de l'enseignant. Au Gabon, c'est célébré le 23 mars par rapport à un fait historique dans les années 90, alors que les enseignants réclamaient justement plus d'établissements scolaires. Une jeune enseignante du nom de Martine Oulabou
avait été tué par l'armée ce jour-là. Et ça a profondément marqué la nation. Donc, Martin Luther aujourd'hui il fait partie des martyrs et des personnages historiques qui sont reconnus au Gabon. Donc, le 23 mars, nous avons voulu lancer une campagne de communication et donc nous avons fait une émission spéciale où nous avons fait venir des personnalités publiques qui nous ont mentionné le souvenir d'enseignants qui les ont marqués dans leur parcours. Et avec la surprise que ces enseignants-là arrivaient sur le plateau alors que ceux-là ne savaient même pas qu'ils étaient là. Ça nous a permis également de faire un point sur le système éducatif. Ce que nous faisons également, c'est que nous allons publier cette année un livre qui s'appelle Les Récits de la forêt. C'est un livre qui avait été en fait écrit par François Meillet, qui revient un peu sur tous les récits de la forêt contés aux jeunes enfants au Gabon et qui traduisent des valeurs de travail, des valeurs d'excellence. Nous avons voulu republier ce livre-là en y apportant de l'intelligence artificielle, puisque le livre aura une version pour les enfants où ils pourront eux-mêmes illustrer chacun de ces comptes et les avoir la propre version grâce à l'intelligence artificielle. Mhm. Nous avons prévu également, d'ici la fin de l'année, donc, de pouvoir aider à la réhabilitation d'établissements scolaires, mettre en place des bourses de soutien pour les enseignants qui vivent dans les zones rurales. Mhm. C'est une très bonne chose. Alors, en tant qu'ancien membre influent de la diaspora aujourd'hui rentré au pays, quel rôle la diaspora peut-elle jouer dans la transformation donc, du Gabon, selon vous? Mais la diaspora joue un rôle important, surtout dans le contexte du Gabon actuellement. La diaspora a toujours ce rôle-là de pouvoir être des éclaireurs. Hein. Je pense que pendant longtemps, le Gabon a mené une politique où les Gabonais doivent aller se former à l'extérieur pour découvrir le monde, comprendre ce qu'il y a de nouveau, saisir quelles sont les opportunités qui existent et pouvoir revenir au Gabon pour pouvoir justement saisir ces opportunités-là. Donc, pour moi, la diaspora doit jouer un rôle important, un rôle d'éclaireur. C'est cette diaspora-là aussi qui doit nous permettre de nous projeter vers l'avenir, puisqu'elle est orientée vers le monde actuel. Mhm. C'est cette diaspora aussi, parce que pour beaucoup, ce sont des binationaux, qui vont aussi permettre aussi de mieux intégrer le Gabon dans le village planétaire. C'est pour ça que de vive voix, j'encourage moi que la diaspora soit toujours connectée à tout ce qui se passe localement. Mais bien entendu, il y a quand même des garde-fous à mettre parce que vous savez, quand vous partez à un moment donné de votre village, vous vous transformez. Et donc, il y a toujours un débat qui va exister entre les membres de la diaspora et ceux qui restent en local. Il faut trouver le moyen de créer un dialogue sain qui fait en sorte que l'identité du pays reste distinctible. Hein. Elle va certes évoluer, mais d'être distinctive dans l'ordre mondial actuel. Puisqu'on parle donc de diaspora, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, est-ce qu'on peut parler des syndicats ou bien une association, j'allais dire, hein, des cadres ou bien des étudiants de la diaspora qui sont rentrés au pays? Est-ce que cela existe? Alors, il y en a eu pas mal, notamment il y a plusieurs groupes hein, qui sont venus, par exemple, des États-Unis récemment, qui ont fait le tour des institutions pour pouvoir s'installer. Moi-même, en dehors de la fondation, je fais partie de pas mal de fédérations d'entreprises où on a évoqué la possibilité justement de pouvoir faire des passerelles entre les acteurs économiques locaux et ceux de la diaspora. Hein. Pendant longtemps, enfin, au niveau du Gabon, on a souvent eu tendance ces dernières années à faire un lien entre diaspora et activisme politique. Et là, il semble que le tournant qu'on essaie maintenant de prendre, c'est de montrer que il peut justement avoir un activisme économique qui peut se mettre en place pour permettre à cette diaspora de pouvoir faire en sorte que le Gabon puisse émerger comme un champion continental. Ouais, c'est une très bonne chose. Alors, nous allons parler de société civile et réforme donc sociale. Ensemble, si vous voulez, le rôle de la société civile, l'inégalité, les propositions de réforme. Voilà. Alors, de façon générale, que pensez-vous donc de la société civile à travers donc des structures comme la vôtre peut, j'allais dire, répondre efficacement aux attentes sociales là où l'État tarde à agir? Je pense que le rôle de la société civile est clé dans des pays comme Juste avant de le répondre, Gabon. est-ce que cette société civile existe réellement au Gabon? Et elle Ma, indique, ré- oui. ma réponse est oui, la société civile, cette société civile existe. Par contre, le phénomène que j'ai personnellement constaté, c'est que
Dans cette société civile, il y a trois segments. C'est que vous voyez des acteurs de la société civile qui sont réellement consacrés à mener leur cause. Mhm. Hein. Donc, ils vont trouver les moyens les plus efficaces pour réussir à régler la cause ou la mission qui se sont donnés. On a une deuxième catégorie de société civile que je trouve opportuniste. Quand je dis opportuniste, c'est que ce sont souvent une société civile pas suffisamment structurée, avec des missions tellement généralistes que, en fait, on a l'impression que ce sont des structures, parfois familiales, qui sont mises en place juste pour capter des subventions et des dons à l'international. Et puis, vous avez une troisième catégorie, ce sont ces sociétés civiles-là qui sont à cheval entre la politique partisane et les plaidoyers citoyens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des associations se créer, parfois, surtout même en période électorale, vous avez foison d'associations qui se mettent en place. Certains peuvent se poser la question sur le rôle de la société civile. Est-ce qu'elle est là pour régler des causes bien spécifiques sur lesquelles elle se concentre, ou est-ce qu'elle est là pour jouer un rôle, on va dire, d'acteur parfois dans les questions politiques. Et moi, je l'observais là lorsqu'on a mis en place la Constitution, on a mis à l'intérieur le rôle de la société civile. Parfois, on parle de la place de la société civile dans les assemblées nationales. Personnellement, je pense que la société civile n'a pas sa place dans la politique, dans les questions de l'Assemblée nationale, etc. La société civile est là pour apporter des réponses concrètes à des problématiques bien précises, porter des plaidoyers sur des sujets bien spécifiques en collaboration avec les acteurs économiques et avec les acteurs politiques, mais ne jamais se situer à leur place. Mhm. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que vous pensez que la société civile, à travers donc des structures comme la vôtre, peut répondre efficacement aux attentes sociales là où l'État tarde à agir? Je pense que elle peut. Je pense qu'elle peut, mais je vais quand même nuancer. C'est-à-dire que parfois aussi on a le travers où on a l'impression que là où l'État a abandonné, on pense que la société civile peut venir combler. Moi, je pense que non. Hein. Si c'est un sujet régalien, si c'est un sujet que l'État doit régler, que ce soit dans les questions d'environnement, que ce soit dans les questions de politique sociale, etc., une fondation, une association, quelle que soit la bonne volonté qu'elle aura, ne pourra jamais avoir les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir régler cette problématique-là. Par contre, les fondations peuvent avoir un rôle complémentaire important, hein, ce qui permet de pouvoir compléter l'action de l'État là où elle manque, à condition que ces structures elles-mêmes soient suffisamment organisées et soient vraiment claires sur leur modèle économique et sur les outils qu'elles utilisent pour régler les problèmes en question. Mhm, mhm, mhm. Alors, donc je vais vous poser cette question, hein. Quelles solutions concrètes proposez-vous pour améliorer donc l'accès, j'allais dire, équitable à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, notamment dans les zones rurales? Alors, je vais faire une réponse en deux étapes. La première étape, c'est déjà, il faut organiser cette société civile. Mhm, Je pense qu'au niveau du Gabon, il faudrait qu'il y ait vraiment une vraie réflexion sur la politique en termes de matière de société civile, parce que encore aujourd'hui, par exemple, lorsque vous voulez créer une association, euh, la procédure au niveau du ministère de l'Intérieur peut durer très longtemps. Hein. Créer une association, une fondation n'est pas automatique au Gabon encore. Ça demande beaucoup de vérifications, des vérifications qui sont parfois utiles, hein, mais qui, dans leur process, sont encore trop longues. Donc, moi, j'appellerais plutôt à une digitalisation de ces process-là, une simplification de ces process-là, pour que dans une dynamique de société civile, on puisse avoir des acteurs qui se lancent dans ce secteur-là. Parce que moi, je fais un lien très proche entre la société civile et l'entrepreneuriat social. Hein, donc, l'entrepreneuriat social. Et l'entrepreneuriat social, c'est justement ces formes d'entreprise et d'organisation qui vont s'attaquer à une problématique sociale tout en développant un modèle économique viable. Et c'est ce qui a souvent manqué. C'est ce qui a souvent manqué, si vous voulez, aux associations, aux fondations, c'est qu'elles vont s'attaquer à une problématique, mais souvent dépendre de dons, dépendre de subventions. Et donc, quand les gens qui donnent les dons ont d'autres orientations, quand les bailleurs de fonds ont d'autres orientations, ben, ils n'arrivent pas à suivre ces missions-là. Ou parfois, ils vous imposent des choses qui ne sont souvent pas peut-être en accord avec votre culture et vos mœurs. Donc, c'est pour ça que la société civile africaine, gabonaise, doit pouvoir être organisée. Et moi, j'appelle de tout lieu à des espèces d'états généraux de la société civile où on va justement bien comprendre quel doit être le rôle de la société civile, comment doit être organisés ces acteurs-là, comment elle doit être financée
et quel est son rapport de complémentarité avec le secteur privé, avec le gouvernement et avec les bailleurs. Donc ça, c'est ma première recommandation. Dans le deuxième volet de la réponse, pour être beaucoup plus spécifique, je vais prendre le cas de l'éducation, hein, de manière, puisque notre fondation, on parle sur l'éducation et sur la culture. Sur la question de l'éducation, pour moi, c'est dans les enjeux électoraux qu'on a en ce moment, c'est vraiment, pour moi, la clé de votre pilier central du nouveau modèle économique du Gabon. Et pourquoi? C'est-à-dire que, parce que pendant longtemps, Mhm. on nous a dit, et moi je trouve de manière abusive, que oui, le Gabon est un pays riche. Et pourquoi le Gabon est un pays riche? Parce qu'il y a beaucoup de matières premières. Mais ces matières premières, si elles ne sont pas transformées, si elles ne sont pas exploitées, ne servent à rien. C'est clair. C'est que pour créer de la valeur, vous avez besoin du capital en et plus le capital environnemental. Mais tous ces autres capitaux ne vous servent à rien si vous n'avez pas un capital humain bien formé, en bonne santé, avec la mentalité, donc c'est-à-dire le mindset qu'il faut pouvoir se développer. Et pendant longtemps, quand on parlait de développement économique au Gabon, on se disait quelles sont les matières premières que nous avons à proposer au monde pour Mhm. pouvoir garder des ressources. Je pense que désormais, on devrait se demander quel est le capital humain que nous avons à offrir au monde pour pouvoir trouver et saisir des opportunités pour pouvoir amener des ressources. Et donc Mhm. ça, pour moi, c'est un changement de paradigme parce que c'est-à-dire que si toute notre politique de développement devient maintenant centrée sur le capital humain, c'est-à-dire qu'à ce moment, il faut mettre toutes les infrastructures qui permettent de développer le capital humain, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux de très bonne qualité, on doit s'assurer qu'en termes de culture, que dans son esprit, dans son identité, le Gabonais et l'Africain sachent quelle est sa place et son apport dans le monde. Et à partir de là, on a des hommes et des femmes bien formés, en bonne santé, équilibrés, qui puissent, eux, à leur tour, trouver les solutions à tous les autres problèmes qui vont se poser en termes d'emploi, en termes de création de richesses et en termes de logement, etc. Mhm. Mhm. Alors, quelle réforme sociale, éducative ou bien même, j'allais dire, culturelle vous semble prioritaire, voilà, pour répondre aux besoins réels de vos concitoyens? Alors, je ne vais pas me lancer pour proposer une solution exhaustive, mais un pan qui me semble vraiment important, c'est il y a trois éléments importants de l'éducation que je trouve qui manquent aujourd'hui au Gabon. Je pense qu'il faut vraiment un plan, il nous faut un plan décennal de l'éducation au Gabon, C'est-à-dire, notamment au niveau des infrastructures. C'est qu'aujourd'hui encore, je trouve que nous avons pris un retard en termes de qualité sur nos universités, sur nos établissements scolaires, sur la formation professionnelle. C'est vrai, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements, notamment grâce à un programme qui s'appelle PIS pour faire les établissements scolaires. On a eu des centres de formation professionnelle qui ont été mis en place. Mais ces centres de formation, au-delà des murs, ne sont pas, pour moi, suffisamment maintenus. Donc, il faut faire quelque chose là-dedans. Il faut digitaliser notre éducation. OK? Aujourd'hui, on a de grosses tendances technologiques qui se mettent en place avec l'intelligence artificielle, avec la réalité virtuelle qui se met en place. Il faut introduire cela aujourd'hui dans nos établissements scolaires. D'ailleurs, avec la Fondation et la Société d'incubation numérique du Gabon, nous avons pris l'initiative de créer ce qu'on appelle des mini-laboratoires numériques dans les établissements scolaires où les jeunes en zone rurale peuvent, grâce à des casques, avoir accès à de la formation en entrepreneurial, à de la culture et à l'apprentissage des langues. On trouve ça intéressant parce que ça permet, comme ça, aux jeunes Gabonais de se lancer sur l'économie de demain. Donc, je pense que dans les établissements scolaires, il faudrait on rentre cet élément-là. Et enfin, le dernier élément que je pense qu'il faudrait introduire, c'est vraiment développer chez le Gabonais cet état d'esprit positif. Hein, donc, travailler sur la mentalité, sur l'identité culturelle du Gabonais, à mon avis, qui devrait commencer dans l'école, donc dans nos livres d'histoire, etc. Et tout ça, c'est un vaste chantier. mhm, mhm. Alors, quelles sont donc, selon vous, hein, Monsieur Ibibier, hein, les attentes les plus urgentes des Gabonais en matière donc, de justice sociale, d'égalité des chances et pourquoi pas des qualités de vie?
Alors, aujourd'hui, en termes, les besoins les plus importants en termes d'égalité des chances, la première, je vais parler de l'énergie. Aujourd'hui encore, l'accès à l'énergie, j'ai envie de vous dire, en tout cas dans ma propre expérience, ces 10 dernières années, c'est vraiment dégradé. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des moyens, ben, vous pouvez avoir de l'énergie parce que vous pouvez vous payer les générateurs, vous pouvez vous installer dans les quartiers où cette problématique ne se pose pas. Par contre, lorsque vous êtes par contre défavorisé, ça peut être beaucoup plus difficile. Lorsque vous vivez en zone rurale, ça peut être beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que pour les candidats actuels, j'espère vraiment qu'ils prendront cette question à bras le corps et proposeront des solutions à court, moyen et long terme. L'autre point en termes d'égalité des chances, c'est l'accès à l'éducation, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la qualité de l'éducation euh, dans les zones rurales et dans les zones urbaines, également, il y a un gap. On a fait beaucoup de progrès dans l'éducation entre les jeunes hommes et les jeunes filles, donc ça, c'est pas une problématique aujourd'hui, mais améliorer la qualité d'accès euh, pour ceux qui sont en zone rurale, aux zones urbaines, c'est quelque chose d'important. Et puis, je dirais même aussi que pour beaucoup, par exemple comme moi, on a dû aller souvent à l'international pour avoir accès à l'information de qualité, hein. Mais moi, j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui pouvaient assumer cela. Lorsque vous n'avez pas des parents qui peuvent payer cela, ça peut être un problème pour vous. Donc là aussi, il y aura quelque chose à faire. Mhm, mhm, mhm. Et la qualité de vie? Au niveau de la qualité de vie, au niveau du Gabon, alors il faut regarder un peu nos classements au niveau de IDH, mais effectivement, il y a toujours des disparités, mais qui sont dues de manière globale à la disparité qu'on peut avoir en termes de taux de pauvreté, hein. On a encore, les dernières études disaient qu'à peu près 30% de la population vivait encore au-dessus du seuil de pauvreté, malgré un pays avec un pouvoir d'achat assez élevé. On a encore beaucoup de disparités quand même, comme je dis, liées à l'énergie, liées à l'éducation. Et rien que ces deux éléments-là se traduisent ensuite sur le logement et sur l'accès à pas mal d'opportunités. Voilà. Mais aujourd'hui, le gap à régler, c'est vraiment comment on fait en sorte que lorsque vous êtes à l'intérieur du pays et lorsque vous êtes à Libreville, que vous ayez un accès égal aux services publics, un accès égal aux opportunités. C'est encore un gros problème. Est-ce que le problème de logement se pose t-il encore à Libreville? Oui, ça c'est encore c'est un problème qui n'a toujours pas été résolu. Mhm, C'est-à-dire que vous avez une population qui est et c'est pas sur une faute de moyens, hein. C'est-à-dire que quand vous regardez le revenu moyen des fonctionnaires, quand vous partez dans certains quartiers, vous vous rendez compte que les gens vivent dans des conditions euh, vraiment difficiles, mais pourtant ils ont des véhicules, et pourtant ils ont une connexion canal, et pourtant ils sont vêtus. Donc c'est l'offre vraiment du logement qui n'est pas encore réglée. Les autorités de la transition ont lancé des programmes d'accès au terrain. Ils ont mis à disposition des centaines de logements, ce qui est déjà des signes positifs de ce qui sera possible de faire dans les années à venir. Mais mhm. ça reste toujours un gros défi. Un gros défi. Alors, parlons donc des enjeux sociaux, puisque nous avons déjà commencé en plus. Et disons, on parle d'aspiration en période donc, électorale, cher ami, hein, voilà. Alors, la question que je m'avais vous poser, donc nous allons donc analyser donc la qualité, les réalités sociales et aspirations populaires, hein, sans politique bien sûr, hein, voilà. Mhm. Quels sont, selon vous, hein, les principaux défis sociaux que traverse le Gabon aujourd'hui, notamment en cette période électorale? Ben, le premier défi, c'est d'abord un défi de gouvernance, hein. C'est le défi numéro un. C'est-à-dire, Euh, qu'est-ce C'est-à-dire que avec la transition actuelle, euh, on est en train de réfléchir quel serait le meilleur modèle de gouvernance au niveau du Gabon. Quel serait le nouveau modèle de gouvernance? On a changé une constitution, ok. Mais une fois qu'on a changé cette constitution, comment cette gouvernance-là est adaptée pour nous faire entrer dans le 21e, 22e siècle, n'est-ce pas? Mhm. C'est-à-dire que la gouvernance au niveau des collectivités locales, comment ça se passe? Quel type de démocratie nous souhaitons avoir?
quel est le niveau d'inclusivité que nous pouvons mettre dans cette démocratie-là? Quelle est la part que la diaspora peut avoir? Si, comme moi, vous avez posé une femme étrangère, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir clarifier. Je pense que dans la transition, il y a eu des premières discussions. Hein. Vous avez vu, on est passé d'un régime semi-présidentiel avec un régime où le président concentre pas mal de pouvoir. Donc, on va expérimenter, hein, on va explorer ce nouveau type de gouvernance-là. Qu'est-ce que ça va donner? La gouvernance au sein des entreprises, comment elle va évoluer dans un pays dans lequel le modèle économique doit se transformer, c'est que on doit partir d'une économie de rente qui est basée uniquement sur les matières premières à une économie qui doit devenir, à mon sens, une économie de connaissances et de services. Donc, comment ça se traduit dans la manière dont la gouvernance économique est portée. Voilà. Donc ça, Mhm. c'est le premier défi. Mhm. Ensuite, le deuxième défi, pour moi, ça va être donc celui de l'éducation. Parce que je crois effectivement à une société dans laquelle on doit introduire de plus en plus de méritocratie, hein, la méritocratie républicaine. C'est-à-dire que on doit pouvoir permettre aux meilleurs de la nation, quel que soit le domaine, de pouvoir s'attaquer aux problématiques qui nous concernent tous. Et donc ça passe d'abord par une éducation de qualité. Okay? Donc, des écoles de qualité, des universités de qualité, des programmes de qualité, un financement adéquat pour que les enfants puissent avoir accès aux livres, puissent avoir accès aux bourses et puissent étudier dans les conditions qu'il en veut. Aujourd'hui, on a encore des gros défis. On a encore des gros défis. On a des universités dans lesquelles il n'y a pas d'Internet. On a des universités dans lesquelles il n'y a pas d'infrastructure minimum. Les bourses parfois ne sont pas régulièrement versées, etc., etc. Malgré que le président de la transition, d'ailleurs, a rétabli la bourse au niveau des lycées, parce que ça avait été coupé depuis plusieurs années. Donc, il y a une volonté au sein des autorités là de pouvoir régler cette problématique-là. On a également une ministre de l'Éducation nationale que moi, je trouve particulièrement efficace, Madame Carmela. Donc, je pense qu'il faudra continuer dans cette direction-là, régler les problèmes d'éducation. Mhm. Ensuite, il y a la question de l'économie, le secteur privé. C'est qu'aujourd'hui, la création de richesse ne va plus se passer au sein de l'administration. Hein. Pendant longtemps, on a voulu créer de l'emploi en créant des postes budgétaires au sein de l'administration publique. Ça ne pourra pas nous amener bien loin. Les secteurs traditionnels tels que le pétrole, les mines avec le manganèse, l'or, le bois, l'agriculture, on regarde ces 5 dernières années, ne créent plus tellement d'emplois et de points de croissance. Donc, il va falloir digitaliser toute cette économie-là. En digitalisant l'économie, ça va nous faire gagner en productivité. Ça va également nous permettre de créer des nouveaux secteurs d'activité nouveaux. C'est ce qu'il faudra aller regarder. Aujourd'hui, il y a des tendances qui se mettent en place au niveau de l'intelligence artificielle, l'identité digitale, la voiture électrique, l'environnement. L'environnement, le Gabon est un pays vert, l'un des leaders mondiaux en développement durable. Donc, quelles sont toutes les technologies que l'on peut développer dans ce secteur-là? Donc, pour moi, c'est vers ce qu'il faut aller. Il faut voir comment on digitalise une économie numérique. Aujourd'hui encore, le volet numérique dans les programmes sont encore un peu faibles ou timides, selon moi. Mais je pense vraiment que l'avenir du Gabon, petit pays en termes de population, doit pouvoir miser sur la digitalisation de son économie et la qualité de ses hommes pour pouvoir avoir une place dans l'économie mondiale. Mhm. Et enfin, je terminerai par 2 points. Celui de l'énergie, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, et bien entendu, à la fin, ce sera celui de la culture. Hein, l'énergie, on avait pris de l'avance dans les années 70-80. Aujourd'hui, on a des investissements qui n'ont pas été faits, qui fait qu'en ce moment, le Gabon connaît des délestages. Moi, de toute mon enfance, je n'avais jamais connu ce que c'était qu'un délestage. Je me rappelle quand j'allais à l'étranger et que d'autres compatriotes africains me parlaient de ça, c'était quelque chose d'étranger. Quand il y avait le courant qui coupait, ne serait-ce que 5 minutes, je me rappelle, dans les quartiers, on criait parce que mais aujourd'hui, le courant peut couper pendant 1 heure, plus personne n'écrit. Donc, ça veut dire qu'on s'est habitué à des situations qui ne sont pas vraiment intéressantes. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je peux pas vous dire vraiment les pertes que ça me crée parce que moi, je travaille avec des startups
qui travaillent avec des serveurs, des logiciels. Donc, quand il y a 1 heure, 2 heures de coupure dans la journée, vous imaginez un peu en termes de productivité, en termes de concentration, c'est vraiment pas possible. Bon, heureusement que nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'adapte. Donc, on trouve des techniques pour être beaucoup plus résilients. Mais c'est vraiment un gros problème pour notre économie. On ne peut pas créer une économie avec des taux de croissance à 2 chiffres si on n'a pas l'énergie qui va avec. Et puis, je Oui. terminerai sur le point, voilà, le point culturel. Mhm. Je pense que la culture, c'est l'une des choses, c'est aussi un secteur d'ailleurs. Dans la culture, le tourisme, c'est aussi un secteur de croissance. Pendant longtemps, on a vu la culture un peu comme, on l'a pas souvent vu la culture comme étant une partie de l'économie, hein. Alors que dans la culture, il y a des industries créatives et culturelles qu'il faut développer. Ça fait partie aussi du soft power. Dedans, il y a plusieurs métiers. Je pense que là aussi, il faudrait que c'est un secteur qu'on doit essayer de développer pour que ça soit un endroit où on peut créer des dizaines et des milliers d'emplois. Et vous avez parfaitement raison. Pour les Africains, le plus souvent, quand on parle de culture, ils pensent au masque. C'est tout, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est D'accord. ça. Alors, face donc à la jeunesse en perte j'allais dire, de repères, à la cherté de la vie, aux inégalités persistantes, au chômage. D'ailleurs, on peut parler un peu du chômage. Monsieur Jean-Claude Zamba pense que le taux de chômage a baissé de 11 points depuis donc l'arrivée donc des militaires au pouvoir. Mais de façon concrètement, est-ce que cela se ressent sur le terrain? Est-ce que les Gabonais sentent ça un peu sur le terrain? Alors, en réalité, je suis mal placé pour pouvoir vous donner une réponse, on va dire, objective. Mhm. Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que chef d'entreprise, effectivement, depuis que je suis au Gabon, on va dire que par année, je dois recevoir euh, facilement entre 1000 demandes d'emploi par année, hein, entre 500 et 1000, je dirais. Bon. La question de l'emploi au Gabon, pour moi, c'est une question structurelle. C'est vrai que avec les militaires, avec les chantiers qui ont été mis en place, il y a plusieurs postes qui ont été créés. Et j'espère qu'après la fin de ces chantiers-là, il y aura d'autres chantiers qui permettront à ces jeunes d'avoir des emplois. Et puis, il y a eu également les intégrations à la fonction publique. Mhm, mhm, Mais moi, en mhm, tant que chef d'entreprise, ce que je me rends compte, c'est que sur la problématique de l'emploi, c'est d'abord une question d'employabilité. C'est que si vous avez des universités, des écoles qui ne forment pas correctement les personnes, ben, ce sont des personnes qui ne pourront pas soit créer de l'emploi pour eux-mêmes ou qui ne pourront pas être des employés à valeur ajoutée. Voilà. Donc, parfois, nous, on n'emploie pas, moi, en tant que chef d'entreprise, je n'emploie pas parce que je n'ai pas envie d'employer, mais je n'emploie pas parce que les personnes voilà, me demandent trop de temps, trop de ressources pour pouvoir les encadrer. Donc ça, si on veut régler le problème d'emploi, à la base, il faut régler le problème de l'éducation et du système de formation professionnelle. mhm, Deuxièmement, mhm, il faudrait qu'on arrive à faire plus de place à du secteur privé. mhm, Si je prends un domaine comme le domaine dans lequel je suis, de l'informatique, si vous voulez digitaliser, par exemple, les administrations publiques, si vous la faites par une agence publique, ben, vous n'avez créé aucune richesse. Par contre, si vous lancez des appels d'offres qui font en sorte que des acteurs locaux puissent contribuer à un cahier des charges établi par une agence publique, là, à ce moment, vous allez créer tellement d'activités que nous serons obligés de former quand on n'a pas ce qu'il faut et d'embaucher lorsqu'il faudra. Donc, il faut que l'État lance des grands chantiers, hein, des grands chantiers. Pour moi, le grand chantier d'avenir, là, c'est dans le numérique, la digitalisation, il faut vraiment le faire. Et c'est à ce moment que je pense que le chômage sera réglé de manière durable, hein. Lancer des chantiers, c'est bien. Embaucher dans l'administration, c'est pas mal. Mais je pense que ce serait encore mieux si on réforme notre système éducatif pour qu'il nous produise des jeunes de qualité avec la mentalité de production qu'il faut. Et deuxièmement, si on lance des grands chantiers de digitalisation en impliquant le secteur privé. mhm, mhm, mhm. Merci beaucoup, Monsieur Yannick Ebibier. Nous sommes pratiquement à la fin donc, de notre émission, hein. Enfin, c'est mieux, hein. Euh, Quelle est donc votre vision d'un Gabon réconcilié, solidaire et tourné, hein, vers un développement humain durable? Ma vision, c'est que d'abord, il faudrait que le Gabon, dans les 10, 20 prochaines années,
ne se pense plus tout simplement comme un ensemble d'ethnies et de villages. Hmm. Moi, c'est ce que je déplore encore un peu, c'est que j'ai l'impression que pendant que les États-Unis et la Chine et l'Union européenne sont dans des guerres économiques pour pouvoir euh, avoir une place de manière globale, nous, on est encore en train de penser, est-ce que mon village est développé? Est-ce que mon village, voilà. Alors que pour moi, Gabonais, mon village, c'est le Gabon, hein. Quand je vis aux États-Unis, je considère que tout le Gabon est un village et qu'il faut le faire développer. Donc, vraiment, je rêve, moi, d'un Gabon post-ethnie ou un peu, où Hmm. les questions d'ethnie sont des questions, on va dire, d'ordre personnel, d'ordre culturel. Je dois aimer mon ethnie ou l'ethnie d'un autre parce que ça m'enrichit culturellement, ça m'enrichit intellectuellement. Mais ça ne doit pas avoir de place dans la politique, dans une vision politique, dans ce qu'on appelle la géopolitique. Les autres parlent de géopolitique quand on parle de pays. Nous, on parle de ça au niveau des ethnies, etc. Donc, il faut vraiment qu'on sorte de là. Donc, pour moi, dans 20 ans ou 30 ans, le Gabonais se voit en nation, il peut vivre n'importe où sur son territoire et il se pose la question, qu'est-ce que je peux apporter au monde? La Mhm. deuxième chose que je vois dans la vision du Gabon demain, c'est un modèle, c'est un Gabon qui n'est plus tout simplement riche de ses matières premières, mais qui est riche de ses hommes de qualité qui vont à travers le monde concevoir des systèmes, enseigner, investir porter une culture de développement et d'expérience. Vous savez, le Gabonais est un personnage ouvert, c'est un personnage de paix, c'est un personnage très métissé. Donc, j'imagine demain, justement, que vraiment le capital humain, quand on citera le nom du Gabon, on verra quelqu'un qui est capable de justement d'aller concevoir des systèmes ailleurs, qui est capable d'aller enseigner, qui est capable d'aller soigner, qui est capable de faire de la musique, du théâtre ailleurs. Petite population, mais avec une grande culture. Et enfin, dans ma vision du Gabon demain, c'est un pays qui est exclusif, qui n'exclut personne, ni par son âge, ni par son appartenance politique, ni parce qu'il vit à l'extérieur ou pas, que le Gabon soit vraiment un endroit où, à partir du moment où vous avez envie de vous développer en tant qu'humain, vous avez votre place et que vous êtes capable d'apporter des solutions, non seulement aux problématiques du Gabon, mais aux problématiques du continent. Du continent. Que le Gabon soit un laboratoire d'idées et de solutions pour toutes les difficultés que connaît ce continent. Voilà, merci, Monsieur Yannick Ebibier, hein. Bon, le 12, les Gabonais iront aux élections, hein. Est-ce que vous sentez réellement la ferveur donc, des Oui. Gabonais? Et ensuite, vous, il y aura 4 candidats. Est-ce que vous avez déjà opéré un choix? Hmm. Vous n'avez pas besoin certainement de nous dire le choix, mais est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est déjà fait? Oui, le choix est déjà fait. Alors aujourd'hui, au niveau de l'élection, Hmm. euh, on va dire que c'est normalement c'est un peu particulier parce que avant le coup de libération du 30 ou le coup d'État, ça dépend de comment chacun veut l'appeler. Avant le 30 août, quand il y avait des élections comme ça, il y avait une tension parce que il y avait un camp présidentiel et puis il y avait une opposition qui parfois moins puissante hein, que le pouvoir en place, mais on sentait quand même qu'il y a une tension, qu'il devait y avoir un grand match qui va se passer. Mhm. Là, le sentiment que j'ai, et je pense que peut-être que je parle pour beaucoup de Gabonais, on a l'impression qu'il y a un match qui est déjà joué d'avance, voilà, qui s'est En faveur de qui? En faveur de qui? Bah, je suppose que voilà, c'est qui le s'est général, joué le 30. le général Oligui, je Qui suppose. s'est- Oui, voilà, c'est ça. Exact. Parce que il a posé un acte courageux le 30 août. Mhm. Donc, c'était là où les choses les plus difficiles se sont passées. Maintenant, là, on a l'impression qu'on est embarqué dans une trajectoire. Et puis, bon, on verra où ça nous amène. Moi, j'ai hâte d'être à l'après le 12 avril parce que là, on sera sorti de la transition et on va devoir justement parler de l'avenir du Gabon. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que nous allons prendre le tournant que nous avons raté dans les années 90, le tournant qui doit nous amener à un Gabon où la prospérité est partagée et où il fait bon vivre et où, comme nous dit notre hymne national, où on est une cité qui est enviée par les pays voisins. Monsieur Ebibier,
ministre de l'Éducation, ministre de la Solidarité, de la Culture, ça vous tente un peu? Euh, euh, Pas vraiment, pour vous dire les choses. Hmm. Pas vraiment parce que il y a encore beaucoup de choses à faire Hmm. dans le secteur privé. Et En tant que ministre, vous pouvez beaucoup impacter. En tant que euh, ministre, vous pouvez beaucoup je sais impacter. pas, sincèrement, je connais pas trop bien comment ça se passe. Hmm. Alors, c'est Dieu seul sait, Hmm. mais ou en étant chef d'entreprise, reste à voir. Mais toujours est-il, c'est que moi, en tant que chef d'entreprise, depuis que je suis rentré, chaque projet, je lui dis que voilà, j'ai jamais regretté d'être rentré parce que au poste où je suis, je vois comment tous les jours on transforme la vie des gens en leur donnant un emploi, en les permettant de se développer, Hmm. en transformant les choses. J'espère vraiment que les autorités, par contre, ceux qui font de la politique, vont continuer à nous accompagner, à nous donner les moyens, mettre le cadre qui permet aux acteurs du secteur privé comme nous voilà, de régler les problématiques. La Merci politique, on beaucoup. verra ça plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Yannick Ebibier, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais avant de vous laisser partir, votre mot d'espoir pour cette jeunesse gabonaise qui vous écoute et pourquoi pas africaine. Allô? Nous sommes un... Oui, Oui, allez-y, oui. mon mot s'adresse à la jeunesse africaine. Nous sommes à un moment, voilà, nous sommes à un moment intéressant de l'histoire du monde. Hein. On parle de America First, on a les nationalismes qui se mettent en place, etc. J'espère vraiment que la jeunesse africaine comprend que elle a aujourd'hui, euh, plus qu'avant, on est dans une période où en réalité le gap entre nous et le reste du monde est finalement très faible à cause du contexte de la révolution industrielle 4.0 dans lequel on est, à cause des nouvelles technologies qui existent. Nous avons droit à la parole, nous avons droit à agir. Je souhaite vraiment que toute la jeunesse africaine réfléchisse à comment régler les problématiques, que l'on se pense africain et que l'on se demande quel va être le rôle de l'Africain dans le monde qui est en train de se mettre en place. Et à la jeunesse gabonaise, j'invite vraiment la jeunesse gabonaise à ne pas accepter d'être être infantilisé et se dire que finalement, avant 35 ans, vous n'êtes pas des enfants. OK? Il y a des gens qui ont changé le monde, ils avaient 20 ans, ils avaient 28 ans, ils avaient 30 ans. Il n'y a pas de raison que vous, en tant que jeunesse, on ne s'intéresse pas à tous les sujets, la politique, l'économie, les sciences, etc. Et que on n'attende pas que les solutions viennent d'ailleurs et que nous-mêmes soyons porteurs de ces solutions. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Yannick Ebibier. Surtout, portez-vous bien et bon courage. Et surtout, félicitations pour ce que vous faites. Et n'oubliez pas bien des choses à votre charmante épouse. Merci, merci. Je ne manquerai pas de passer le message. Merci, Jacques. Merci. Allez. Ok, d'accord.